de partager le retour d'expérience d'un expert visiteur, mais là, on a essayé de faire de ce webinaire quelque chose qui puisse donner du sens aux soignants pour cette certification plus que le retour d'expérience. Bien entendu, vous aurez des clés éventuelles pour mettre en place votre visite de certification dans vos établissements. Mais ce qu'on souhaite surtout l'équipe, c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe du RSQR, la SRA, c'est en faire aussi un webinaire que vous pourrez proposer à vos soignants afin de leur faire comprendre l'intérêt de la certification. Parce que, étant soignant moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'intérêt de cette certification. Donc, je pense qu'il y a un grand moment d'éducation, d'information, d'explication à faire auprès de vos soignants, même s'ils connaissent tous le mot certification, je ne pense pas qu'ils en approchent toujours l'intérêt pour eux. Donc ce webinaire partage un petit peu, donc effectivement le retour d'expérience d'un expert visiteur, mais aussi des clés pour impliquer vos soignants. Donc n'hésitez pas à faire un retour sur ce webinaire, à nous redemander si, ou pour ceux qui sont encadrants ou équipes de qualité sécurité des soins, à nous redemander de proposer des dates. Il n'y a aucun souci, on peut très bien remettre des dates. Et aux soignants, faites-nous part de votre réflexion sur ce webinaire et dites-nous un petit peu si ça a changé ou pas votre point de vue sur ce que vous attendez ou ce qu'on vous a expliqué ou pas d'ailleurs de la certification. Alors on vous demande bien entendu de couper vos caméras et vos micros, de lever par l'application Teams la main si vous avez un commentaire à faire ou mettez-le dans le chat et on arrête et on discute immédiatement. Elodie et Noël m'interrompront. Bien entendu, on enregistre ce webinaire pour qu'il soit disponible en replay. Mais on insiste aussi sur l'importance de faire des webinaires en direct et de ne pas utiliser ces webinaires en disant à vos soignants « Oh, c'est un truc très bien, regardez-le quand vous avez le temps ». Ça ne marche pas auprès des soignants. Sauf si, dans leur temps de travail, vous leur déléguez 1 heure ou 1 heure et demie pour regarder le webinaire. Alors, Christophe de Cohen, franc-parler, vous avez pu vous en rendre compte rien que sur les 2 premières minutes de ce webinaire. Soignant depuis très longtemps, première fiche de paie il y a 40 ans, dans tous les postes au sein d'un établissement de santé. Bon, expert visiteur pour l'HAS, c'est ce que je suis devenu depuis peu. Je suis aussi médecin coordonnateur du RSQR, mais ce webinaire est au titre de la structure régionale d'appui pour lequel le réseau est porteur. Donc ce webinaire vous est offert par l'ARS. Et je suis également médecin anesthésiste réanimateur. Alors pour commencer, on ne va pas parler certification. Parce que les soignants, clairement, la certification, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Parce que nous, soignants, qu'est-ce qu'on veut pour nos patients, au final? On veut soit les guérir, ce qui n'est pas toujours le cas, soit les soigner. Les 2 mots anglais, to cure, to care. Ça, c'est notre but. Alors, pour arriver à ce but-là, quel que soit qu'on soit aide-soignant, qu'on soit infirmier, qu'on soit docteur, on va forcément prendre en compte les particularités du soignant. On le fait de façon inconsciente. Et ça s'appelle la pertinence, ça s'appelle la qualité. Et on va aussi utiliser des processus. C'est-à-dire, on va mettre en place un tas d'actions coordonnées qui vont permettre de prendre en charge et d'assurer ce but qu'on veut faire, c'est-à-dire soigner ou guérir. Et ces processus, bien entendu, on va essayer de les verrouiller un maximum parce qu'on sait que on va générer des risques. Et ça s'appelle la sécurité des soins. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la présentation. Donc, nous sommes tous des professionnels soignants. Je ne pense pas qu'il y ait un soignant qui n'ait pas envie de réussir pour chaque patient. Donc, clairement, aucun soignant n'a besoin de leçons sur la qualité et la sécurité des soins, ni sur la culture qualité, si on part de ce principe-là. Sauf que, néanmoins, cependant, pourtant, parfois, toutefois, on est tous des êtres humains.
avec ce que ça peut comporter d'ambiguïté, l'envie de bien faire et le fait d'être pressé parce qu'on a autre chose en tête, parce qu'on a envie de ceci, parce qu'on a été embêté, parce qu'on vient avec ses difficultés. Voilà, tous les jours, on n'est pas au maximum de ses capacités d'attention, de ses capacités de travail, et ça fluctue. Certains sont extrêmement pointilleux, d'autres le sont moins. De principe, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Donc déjà là, quand on veut parler sécurité, qualité des soins, on voit qu'il y a déjà une hétérogénéité en fonction du personnel soignant. En plus, nous sommes des êtres humains et on travaille en groupe et on travaille avec du matériel. Donc on a des relations interhumaines et on sait pertinemment que dans un bon nombre d'événements indésirables graves, la façon de communiquer peut transformer un événement indésirable en grave ou en moins grave. Donc ces relations interhumaines, elles sont extrêmement importantes et elles existent dans tous les champs d'application de notre établissement de santé, dans les organisations, services, pôles, métiers, transversales, verticales. Et vous ajoutez à ce travail en groupe des contraintes. Et je ne parle pas que des contraintes financières, des contraintes de temps, des contraintes de locaux, des contraintes d'organisation. Et puis on a vécu depuis 2 ans des contraintes liées, par exemple, à une infection virale. Tout ça, ça se rajoute à notre envie de bien faire, de bien soigner, de bien guérir nos patients. Et puis, dernier point, on vit dans un monde qui évolue et des pratiques qui évoluent. Il y a des choses qu'on m'a dit il y a 40 ans qui sont complètement l'inverse aujourd'hui. Vous avez vécu ça pendant le Covid, le port du masque. Si vous faites un historique du port du masque pendant le Covid, vous verrez que ça a été la foire à neuneux. On a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Et ces pratiques qui évoluent, ce n'est pas toujours évident de se tenir informé des dernières recommandations et références qui sont les meilleures. Avec, cerise sur le gâteau, compte tenu de la diminution des ressources humaines, compte tenu d'un passage aux 12 heures, compte tenu un épuisement professionnel, des formations continues qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place, il faut bien l'avouer, pour la gouvernance, qui a bien envie de former les gens mais qui n'a pas le temps, pour les soignants qui ont bien envie d'aller se former mais qui sont tellement fatigués qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer chez eux. Alors, là-dedans, pourquoi la certification? Elle vient de cette première question. Est-ce qu'on peut envisager de travailler sans règles? Non, c'est clair. Comment peut-on vérifier qu'on applique correctement les règles? Il n'y a pas 36 façons. C'est soit de l'auto-évaluation interne, et on a vu ce que ça a donné dans les établissements médico-sociaux, soit de l'évaluation externe, et vous comprenez pourquoi, dans les établissements de santé en France, vous avez une méthode qui s'appelle la certification et qui vient simplement vérifier si la base du soin, et je parle bien de la base, la certification ne va pas chercher très haut, la base du soin est correctement réalisée dans l'ensemble des établissements français avec des normes dont on sait qu'on va les retrouver dans tous les établissements de santé en France. Et ces normes sont peu discutables en soi. Elles sont peut-être des fois mal expliquées dans le manuel, mais elles ont tout un sens quand on les décrypte, quand on les traduit, et elles sont non discutables. On en verra quelques-unes ensuite. Et puis, dans le monde actuel dans lequel on vit, quel que soit le domaine, travail, loisirs, alimentation, vacances, on parle de normes, on parle d'organismes certifiés ISO, et on recherche parfois des labels, le label rouge, le label noir, le label blanc, enfin bref, vous vivez dans ce monde-là, on vit tous dans ce monde-là. Donc en santé, il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Donc il faut une uniformité sur tout le territoire français. Pourquoi? Parce qu'également, on a un engagement des finances publiques. Et donc la certification, même si c'est indirectement, elle va aussi valider l'engagement des finances publiques. Et je vous rappelle que les finances publiques, c'est votre fiche de paye et c'est la mienne. Et puis aussi,
même si en tant que soignant, on n'a pas très envie de l'évoquer, il y a toujours un risque politique et les politiques, ils n'ont pas envie d'avoir des vagues. C'est pour ça aussi que vous avez ce système de certification. Donc, en conclusion, d'accord ou pas, il va falloir quand même qu'on parle de la certification et celle-ci est incontournable, quel que soit l'établissement de santé dans lequel vous allez travailler. Si vous partez à l'étranger en disant j'ai pas envie en France, ils m'embêtent avec la certification, ou que vous alliez dans tout autre pays de l'OCDE, vous allez retrouver une méthode qui va peut-être pas être appelée certification, mais ISO, on va la retrouver. Et cette méthode de certification, même si elle est critiquable, même si elle est angoissante pour les gouvernances, même si elle peut paraître casse-pied pour les soignants parce que tous les 4 ans ils entendent parler, puis après ils n'entendent plus parler, il faut savoir qu'elle est également recherchée dans d'autres pays puisque on nous a demandé récemment dans un établissement étranger de participer avec nous à cette certification. Donc, elle a quand même un certain sens. Alors, plutôt que de la subir en tant que soignant, faisons-en un atout et vous verrez qu'au fil de la présentation, il y a plein d'éléments sur lesquels, et notamment les critères prioritaires, où les soignants ont la possibilité de taper du poing sur la table et de dire à la gouvernance, non, là ça ne va pas, on n'est pas correct, et puis c'est dans le manuel de certification. Donc il y a moyen, même si c'est un petit moyen, d'en faire un atout. Alors maintenant, on va rentrer, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu pourquoi on avait cette certification, et je pense que cette partie-là du webinaire est probablement la plus importante. Tout le reste, ça va rouler tout seul. Qu'est-ce qui est demandé par cette certification? Qu'est-ce qui est investigué lors de la visite, pour parler en novlangue de l'HAS? Qu'est-ce qu'on va venir voir? Alors, par exemple, chez le patient, qu'est-ce que la certification va regarder dans votre établissement de santé? Elle va regarder comment le patient est pris en charge, comment il est considéré. 4 objectifs. Le patient est informé, son implication est recherchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un établissement de santé en France, on estime qu'il n'y a aucun patient qui doit être amené dans cet établissement de santé un peu contraint et forcé. Alors, contraint et forcé, c'est pas amené avec les menottes et les gendarmes, hein. C'est simplement que il est arrivé là, il s'est laissé porter par l'ensemble des docteurs qui ont dit c'est ça qu'il faut faire, monsieur, mais il n'est pas d'accord en son fort intérieur, mais il n'a pas osé le dire. Donc c'est ça que ça veut dire. Le patient est informé, on lui a bien expliqué ce qu'on voulait lui faire et il est d'accord pour le faire. Son implication est recherchée. Le patient est respecté. Respecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement on a pris en compte ses particularités. C'est que s'il a un handicap, on essaye de comprendre ce handicap et on essaye de tout faire pour que les choses se passent correctement. Le patient est respecté, ça veut dire que dans sa dignité, à chaque fois qu'on peut, à chaque fois qu'il est nécessaire, on évite qu'il se retrouve dénudé, qu'il se retrouve un petit peu violé dans son intimité. Ça veut dire que quand on a un parent avec un bébé qui dort, qui a eu une intervention difficile, qui est depuis 3-4 jours dans un centre de soins, l'équipe de médecins ne rentre pas sans demander au papa s'il peut rentrer. Expérience récemment vécue lors d'une visite dans un hôpital pédiatrique de haut niveau. Hein, le respect du bébé, voilà. L'équipe médicale rentre dans la chambre sans se poser la question alors que le bébé enfin avait réussi à s'endormir. Voilà, donc le patient est respecté. Alors vous voyez, de patients, on parle de gens adultes, mais on parle d'enfants, on parle de personnes âgées. Les proches ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins, avec l'accord du patient, bien entendu. Et ça veut dire qu'on prend en compte l'environnement du patient. Et effectivement, quand vous avez des adultes jeunes qui se débrouillent tout seuls, vous n'avez pas besoin des proches et des aidants. Mais vous savez très bien que dans les établissements de santé, la majeure partie des patients qui s'y trouvent sont des patients qui ont des difficultés, d'où le retour à domicile risque d'être compliqué. Donc là, il va falloir impliquer les proches, les aidants pour mettre en place ce retour à domicile. Et c'est
La quatrième objectif, les conditions de vie et le lien social sont pris en compte. C'est-à-dire que si vous voulez sortir quelqu'un qui vient juste d'avoir une prothèse de genou parce qu'on a décidé dans le service qu'on faisait de la RAC et qui sortirait tous à J1 et qu'elle habite au 8e étage, sans ascenseur, il va falloir peut-être se poser la question. C'est ça que ça veut dire, respecter le patient, réfléchir à la prise en charge du patient. Elle va plus loin que le soin lui-même. Si on regarde maintenant le manuel de certification, alors je vais faire une toute petite manip pour changer d'écran. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Voilà, donc j'ai simplement pris les critères donnés par le manuel de certification. Hein, donc vous voyez, bon, forcément, c'est une liste des critères. Les critères en rouge sont des critères dont le niveau d'exigence est impératif. Je vous l'ai mis en un peu plus grand, voilà. Voilà. Donc, quand on va en visite de certification, mais même pas qu'à la visite de certification, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, et de façon maintenant indéfinie, quel que soit l'établissement, un patient qui rentre doit avoir exprimé son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que, par exemple, si on lui propose une intervention chirurgicale, il doit avoir été informé du type d'intervention chirurgicale, éventuellement des alternatives qui existent, et il doit avoir librement dit je suis d'accord pour ce projet de soin, voilà ce qu'on me propose comme acte chirurgical, comme modalité de prise en charge si par exemple je suis pris en charge en ambulatoire, comme type d'anesthésie, par exemple, moi qui suis anesthésiste, si je lui propose une anesthésie loco-régionale et que le malade me dit non, je ne veux pas, je ne supporterai pas, dans ce cas-là, le consentement libre et éclairé, c'est de se dire bon, ce patient nous refuse l'anesthésie loco-régionale, il a le droit, c'est un droit, et dans ce cas-là, sauf si vraiment la balance bénéfice-risque est en faveur d'une anesthésie loco-régionale, auquel cas il va falloir le convaincre, mais il a le droit d'avoir une anesthésie générale. Ce n'est pas, il ne doit pas se laisser porter parce que brutalement l'anesthésiste a envie de faire de la loco-régionale. Voilà, c'est consentement libre et éclairé, critère prioritaire. Et vous voyez, il y a d'autres critères qui sont un peu plus grisés en jaune là. Là, ce sont simplement des critères qu'on dit avancés. Ce sont les critères que vous allez voir arriver à la prochaine mouture dans 3-4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on demande, par exemple? Les futurs parents dans un service de maternité discutent du projet de naissance avec l'équipe soignante. Ça veut dire qu'il y a une réflexion. Comment vous voulez accoucher, madame? Dans quel cadre? Comment ça se passe? Que vous voulez allaiter? C'est déjà des choses qui existent beaucoup en maternité. Mais là, elles sont écrites. Voilà, maintenant, toutes les maternités de France vont devoir aller vers ce projet de naissance. C'est aussi l'avantage de la certification, c'est qu'elle a l'avantage de faire une marche en avant, d'imposer des choses, de mettre en place des choses qui vont faire évoluer la prise en charge des patients. Mais ce critère-là, en jaune, s'il n'est pas validé par l'établissement, il n'y a aucun problème. L'établissement n'aura aucune pénalité. Par contre, si au cours des différentes méthodes qu'on utilise, le critère rouge dont je vous ai parlé, le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités n'est pas validé, c'est que par exemple un patient lors d'une des méthodes, notamment patient traceur, vient dire moi j'avais demandé une anesthésie générale, au final on m'a fait une anesthésie loco-régionale, je l'ai mal vécu. Là, clairement, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème avec l'établissement. Alors, ça peut être un problème qui peut être lié à une seule personne, qui est un anesthésiste récalcitrant bien connu et bien localisé, auquel cas, ça pourra très bien s'expliquer. Si maintenant, c'est toute l'équipe d'anesthésie et réanimation qui ne suit pas les critères, clairement, l'établissement va se retrouver avec une fiche anomalie, avec tout ce qui va derrière et éventuellement une non-certification.
Voilà, donc des critères prioritaires, il y en a un bon nombre. Le respect de l'intimité et la dignité, ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus accepter en 2022. On a passé le temps des chambres communes. Moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, hein. J'ai connu une chambre commune de plus de 40 Alzheimer dans la même salle commune, hein, que des hommes, heureusement, hein. Mais non, on ne peut plus accepter ça. Bon, le respect de l'intimité, de la dignité, ça veut dire les portes fermées, elles restent ouvertes si le patient le souhaite, ça veut dire un patient habillé, ça veut dire un patient dont on prend en charge les besoins basiques, hein, pipi, caca, en temps, en heure, Orpea, Corian, hein, on entend parler de tout ça, mais c'est vrai aussi dans les établissements de santé, et puis nutritionnel, hein, voilà. Le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté, ça c'est pour tous les établissements qui n'ont pas forcément de secteur pédiatrique dédié, faites attention. Si vous mélangez les patients mineurs et les patients majeurs, il n'y a pas de problème, du moment que vous avez bien réfléchi à votre circuit, à vos protections, à la capacité de prendre en charge ces enfants pour qu'ils ne se trouvent pas confrontés à des adultes et surtout confrontés tout seuls à des adultes. Voilà. Donc, la prise en charge des soins, ça fait 4 ou 5 itérations de certification dont on parle de la mesure de l'EVA et la capacité à prendre en charge la douleur. Comment c'est vérifié? Tout simplement, on va dans les dossiers de soins, on regarde pour un patient donné si l'EVA a bien été tracé à chaque tour de soignant. Et je dis bien tracé, ça ne veut pas dire que quand le malade n'a pas mal, on met rien parce qu'il n'a pas mal. On met 0. Ça veut dire que ça a été tracé, demandé. Et à chaque fois qu'une douleur était importante, on va vérifier si la prescription était prévue, si c'était une prescription 6 douleurs avec un seuil de données, si quand le médicament a été donné pour essayer de lutter contre la douleur, au bout d'une heure, on a une réévaluation. C'est ça que veut dire ce critère. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est effectivement des choses toutes simples. Vous avez un malade qui a mal, vous détectez qu'il a mal, vous lui mettez un médicament. La moindre des choses, c'est une demi-heure ou une heure après, c'est de passer et lui dire alors ça va mieux. Eh bien, c'est exactement ça que ça veut dire. Je me trace mon EVA, je vois que j'ai une action à faire, je fais l'action et je vérifie que l'action est correcte. Voilà. Donc ça, c'est simplement la première page. Après, j'avais choisi d'autres pages du manuel pour ne pas vous faire tout le manuel, hein, parce que c'est quand même un élément, hein. Voilà. Il y a des critères. Ces critères que je vous ai déjà détaillés, vous les avez sous forme de fiches. Critère 1405, le patient atteint bénéficie d'un personnel de soins adapté. Donc on est plus dans le PSM. Vous avez des éléments d'évaluation et vous avez derrière la méthode patient traceur. Bon, on peut aller aussi page 81. Les équipes de soins, voilà. Donc il y a tout un chapitre sur les équipes de soins. On retrouve chaque appelant au SAMU pour un problème bénéficie d'une régulation médicale. Bon, et vous avez beaucoup d'éléments comme ça. On va descendre, on va continuer sur les équipes de soins. 123. Les équipes maîtrisent des risques liés à l'hémorragie du postpartum. Pour les équipes qui font de la maternité, ben voilà, ce critère-là, c'est un critère prioritaire, exigé. S'il n'y a pas de travail dans l'équipe sur l'hémorragie du postpartum, quand les experts viennent, ils peuvent vous dire en maternité, tiens, vous avez un protocole pour les hémorragies du postpartum? Oui, non. Est-ce que vous suivez ce protocole? Est-ce que vous l'évaluez? Est-ce que vous savez le nombre d'hémorragies du postpartum que vous avez dans l'année? Comment vous les prenez en charge? Est-ce que vous faites un travail d'équipe? Parce que de plus en plus maintenant, l'hémorragie après l'accouchement, c'est un travail qui se fait sous forme de simulation. Est-ce que vous avez mis en place des formations en simulation? Donc tout ça, c'est des critères qui vont être demandés par l'expert visiteur. Si l'établissement répond « bon non, et puis de toute façon l'IQSS maintenant de l'HAS sur l'hémorragie post-accouchement, il n'existe plus, il n'est plus obligatoire, donc on ne le remplit plus, on ne sait pas combien on en a, et puis la formation simulation, on n'a pas le temps », forcément sur un critère rouge, ça va mal se passer. Voilà. Donc c'est des choses très simples, hein.
Ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça roule tout seul. C'est des évidences. Encore faut-il que nous, soignants, on nous les ait expliquées. C'est ce que j'essaye de vous faire là. Voilà, l'établissement aussi. Il a aussi des critères, hein, investi ou non de mission, il promeut la recherche clinique. Donc la gouvernance de votre établissement, quelle que soit sa taille, il doit réfléchir au fait en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait comme recherche clinique chez nous? Comment on peut s'insérer dedans? Alors pourquoi il y a ce critère-là? Parce qu'on sait qu'un établissement qui a un tant soit peu la réflexion de recherche clinique, c'est un établissement qui va progresser, forcément, parce qu'il va sortir de chez lui, il va discuter avec d'autres personnes, il va aller chercher des éléments qu'il va peut-être mettre en place chez lui. Donc, ce critère-là, il a du sens pour un établissement. Voilà. Donc, je vais revenir à mon petit PowerPoint, si vous me le permettez. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas pour le moment? Non, rien dans le chat actuellement. D'accord, on continue. Vous voyez le PowerPoint? Oui. Donc voilà, hein, le manuel que je vous ai montré, il se présente comme ça. Il est gratuit, téléchargeable. Vous tapez manuel de certification HAS, il se télécharge tout seul. Et c'est une lecture intéressante, notamment les fiches critères et les fiches pratiques, parce que ça explique bien le sens de chaque critère. Alors, pour faire un zoom sur les 15 objectifs prioritaires, vous voyez qu'il y a une affiche que vous avez peut-être vue dans vos établissements de santé qui résume les 15 objectifs. Ces 15 objectifs, c'est des critères qu'on veut qu'ils soient appliqués et qui combattent des choses qu'on ne veut plus voir dans un établissement de santé. Voilà. On ne veut plus voir qu'un patient n'est pas informé, on ne veut plus voir qu'un patient n'est pas respecté, on ne veut plus voir des équipes qui ne sont pas capables de réfléchir sur les risques à l'intérieur de leur service. Alors, par exemple, les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique, c'est le numéro 7. Je vous ai donné l'exemple de l'hémorragie de la délivrance, mais c'est vrai quel que soit le service. Dans un service, vous avez des événements indésirables qui se produisent. Normalement, vos soignants, et en tant que soignant, on est censé les déclarer. Ils sont censés être analysés à rétro avec un retour vers les soignants. Et quand vous avez des événements indésirables qui se répètent de la même forme ou de la même cause, c'est là où c'est intéressant de maîtriser les risques en équipe. Parce que c'est là où c'est intéressant de réunir l'équipe, de dire voilà, on a eu 2-3 événements qui ont grosso modo toujours la même cause. Comment peut-on faire pour éliminer cette cause, la contourner ou bien mettre une barrière pour éviter que ces événements se répètent? C'est ça le sens du « les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique ». Hein? Donc ça, c'est relativement important. Le 8, qui est le corollaire, c'est les équipes évaluent leur pratique, notamment au regard du suivi des résultats cliniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un service, on va prendre l'orthopédie par exemple, parce que c'est assez facile, il suit ses résultats d'infection nosocomiale ou d'infection du site opératoire. D'ailleurs, c'est une obligation. Mais ça veut dire que les soignants du service connaissent cet indicateur, savent quel en est le sens. Et tout ça, ça veut dire que quand vous allez dans une équipe, vous faites un patient traceur et que l'équipe vous dit, bah oui, tiens, on suit régulièrement le taux des infections, ça roule. Ça veut dire que cette équipe, ils sont correctement formés, ça veut dire qu'ils discutent entre eux, et comme ils suivent le taux, ça veut dire qu'ils travaillent dessus et qu'ils y font attention. Quand vous allez dans un même service et que vous dites, tiens, vous suivez un indicateur pour la prise en charge de vos patients, et qu'on vous dit au mieux, ah ben oui, on suit l'indicateur des solutions hydroalcooliques, vous vous posez des questions quand même sur le travail en équipe, la formation des soignants, vous pouvez que vous poser des questions. Donc, voilà, c'est l'essence de ces critères. Ils sont relativement simples à comprendre. On a une petite question, Christophe, de Madame Rivière. Bonjour, les 15 objectifs sont-ils affichés à destination des professionnels et des patients ou uniquement des professionnels? Merci. Professionnels. Professionnels. En revanche, un des points très très importants
qu'a tenté de mettre la nouvelle certification là, pour éviter que j'oublie d'en parler, c'est l'implication, entre guillemets, des responsables des usagers et des représentants des usagers. Il y a effectivement, quand on va faire des grilles de patients traceurs, on pose la question aux patients en leur demandant est-ce que vous savez vous connaissez les représentants des usagers? Est-ce que vous savez comment vous pouvez éventuellement faire part de vos réflexions, voire de vos réclamations à l'établissement de santé? Ça fait partie des critères de la grille Calista qu'on a à remplir quand on fait un patient traceur. On verra tout à l'heure pour les soignants qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un patient traceur. Mais on a ces critères-là et entre guillemets, les représentants des usagers sont quand même beaucoup plus impliqués dans cette nouvelle certification qu'ils ne l'étaient dans les versions précédentes. Donc il y a effectivement un travail à faire, mais ces 15 objectifs-là sont à destination des professionnels. Un des regrets ou des reproches que je fais à ça, c'est pas parce que vous allez coller la fiche dans un service que les soignants vont comprendre. Ces 15 objectifs, il faut les expliquer comme je vous les ai fait là pour le 7, pour le 8. Si vous faites l'explication, que vous posez la fiche, à ce moment-là, vous serez efficace. Si vous posez la fiche, qu'est-ce que vous voulez? Moi, en tant que soignant, la gouvernance fait preuve de leadership. Alors déjà, il faut que je comprenne. La gouvernance chez Toki. Parce que depuis 10 ans, maintenant, on commence à... Voilà, chez la direction. Bon, ok. Donc, elle fait preuve de leadership. Leadership, ça veut dire quoi? Pas persuadé que tout le monde comprenne bien le sens. Ça veut dire qu'on a des gens à la tête et qui sont capables de dire, bon ben voilà, on va sur cette action, on fait cette action et on motive pour faire cette action. C'est ça que ça veut dire, leadership. Voilà. Parce que quand vous l'expliquez, les gens comprennent un petit peu mieux. Et ils sont capables, c'est toute la difficulté d'expliquer, ils sont capables de vous dire, oui, mais dans notre service, il n'y a pas de leadership. Voilà. Mais ça veut dire quelque chose, au moins. Voilà. L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Et des fois, c'est vrai. Et le fait d'expliquer cet objectif, c'est aussi de dire, mais tu sais, tu vois, les formations, elles sont affichées. Tu vois, régulièrement, on vous envoie en formation là-dessus. On a développé des compétences. Machin qui aimait bien l'hygiène, ben, elle est devenue référente hygiène. Il y a aussi des éléments positifs qu'on peut mettre en avant en expliquant ces 15 objectifs. Voilà. Mais coller la fiche comme ça, pour moi, c'est rien du tout. Coller la fiche et l'expliquer, ça a du sens. Comme tout, comme toute action d'ailleurs. Les 4 enjeux de la certification, l'engagement du patient, la culture de la pertinence et du résultat, on voit directement qu'elle va avoir un impact. Plus les gens vont regarder les résultats et meilleure sera la prise en charge du patient, c'est évident. Tout ça avec un travail en équipe, forcément, vous ne pouvez pas regarder un docteur, aussi bon soit-il, s'il n'a pas une équipe derrière capable de travailler en coordination avec des règles de fonctionnement, avec une préoccupation de la prise en charge du patient, une préoccupation de faire un soin le plus correct possible, vous pouvez avoir le meilleur chirurgien du monde, il aura les plus gros gags liés à la prise en charge du patient qui existe, de l'identito-vigilance à l'erreur médicamenteuse. Et l'autre élément, je suis désolé, mais c'est vrai qu'en 20 ans de certification, on peut voir les progrès et l'avancée dans la prise en charge des patients à l'intérieur du système de santé. Alors c'est vrai qu'on est dans une période morose, qu'il n'y a rien qui marche, que les urgences débordent, qu'on n'a pas assez de place. N'empêche que moi, en 40 ans d'évolution du système hospitalier, je peux vous dire que quand même, il y a des choses qui sont nettement améliorées. Je pourrais parler simplement de l'arrêt des salles communes. Parce que le fait d'être passé de réanimation, qui étaient des salles communes, en des réanimations avec des chambres pour chaque patient, avec une lumière dans chaque chambre pour les patients, une horloge, une fenêtre, on a diminué le taux d'agitation, de confusion, quasiment d'une valeur de 100. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez 100% des malades qui étaient confus au bout de 3-4 jours. Maintenant, vous en avez peut-être 1 ou 2. Et sans prendre en compte le fait que les patients qu'on prend en charge sont beaucoup plus graves sur le plan cognitif qu'ils n'étaient il y a 40 ans. Donc, cette certification, ces règles imposées, ça fait avancer malgré tout.
Alors, la construction du manuel, on va passer un petit peu vite. Les critères impératifs, je vous en ai parlé. Le point de vue de l'expert, je vous ai dit, hein, quand on a un critère impératif qui n'est pas validé sur le terrain, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Hein, l'expert visiteur va générer ce qu'on appelle une fiche anomalie, FA là dans le texte. Cette fiche anomalie, elle va être ensuite discutée avec l'établissement. Elle ne va pas être d'emblée mise dans le rapport de certification. Elle va être discutée et c'est à la discussion avec l'établissement que le coordonnateur va voir si l'établissement a compris le risque qui était lié à ce critère exigible impératif non réalisé et s'il y travaille. Si le coordonnateur se rend compte que l'établissement l'avait éventuellement pointé en disant oui, on sait que sur ce point-là, on n'est pas bon et on y travaille, qu'il a mis en place des actions et qu'il est capable de justifier ces actions par exemple, des rapports, des réunions, des comptes rendus de réunions, éventuellement des audits, à ce moment-là, cette fiche anomalie peut simplement avoir été générée, puis ensuite est annulée. Et donc, votre établissement n'est pas forcément pénalisé. Il n'est pas pénalisé parce qu'on voit clairement un travail d'équipe. Voilà, tout simplement. Alors, au final, avant de passer à la façon dont va se dérouler la visite, ce regard de cette visite de certification, c'est un regard sur notre activité de tous les jours. Et c'est un levier important pour nous soignants. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. C'est que cette certification, elle n'est pas contre nous. Au contraire, elle est avec nous. Elle a une pression sur nos établissements de santé pour obtenir les critères. Et si chaque soignant se prenait en charge en disant bah, les critères prioritaires, c'est pas ça, faisait remonter, peut-être qu'on aurait une action un petit peu plus forte. C'est également une pression pour un travail d'équipe. Et c'est probablement le point qui va être le plus difficile dans les années à venir avec le fait que les ressources humaines sont relativement faibles et instables. Que vous pouvez faire un travail d'équipe que si l'équipe est stable. Or, il ne faut pas nier que la stabilité des équipes à l'heure actuelle avec les défauts de ressources humaines est relativement difficile. Et c'est également une pression pour améliorer la QVT. Alors la QVT, c'est quoi? C'est la qualité de vie au travail. Si déjà on permettait aux soignants de remplir les critères impératifs, si on leur permettait de réfléchir en équipe, je ne suis pas sûr qu'il faille des zen zones pour améliorer les choses. Je pense que déjà on aurait fait 80-90% des pas. La zen zone après, c'est bien, c'est très très bien. Mais si déjà on arrivait à améliorer ces 3 points-là, je pense que la QVT s'en serait éminemment améliorée également. Et puis la visite, c'est pas le bout du tunnel, c'est pas la fin, ça poursuit. Et c'est là où les soignants ont leur importance. Et une fois que la visite est passée, il faut continuer à mettre la pression, continuer la poursuite des actions. Et très souvent, l'établissement s'essouffle. Parce que tout le monde, pendant 6 mois, a été sur le pont pour essayer de nettoyer au mieux l'établissement, dans tous les sens du terme. Hein. Eh bien, il faut continuer parce que c'est là où vous allez avoir, finalement, le succès de votre mise en place de tous ces critères de certification. Alors, la visite. Parce que il faut bien une visite et il faut bien des experts visiteurs. Donc, la visite, ça va se passer comment? Alors, il y a des tas de choses qui vont influencer la dimension de la visite. Si on prend, par exemple, pour le CHRU de Lille, c'est plus de 80 patients traceurs. Ça veut dire une dizaine d'experts visiteurs avec un pool fixe de 7 à 8 experts et puis après 4 ou 5 experts qui vont venir faire que du patient traceur. Donc, vous voyez déjà, bon, après, pour un établissement qui a par exemple une 500 lits, on est à 6 experts visiteurs, dont 2 médecins patients traceurs, 3 jours de visite. Bon, vous voyez la taille, l'équipe va changer. Quand l'équipe des experts visiteurs va arriver, ils ont déjà plein de notions sur l'établissement. Hein, ils ont toutes les données d'activité de l'établissement. Ils savent exactement les déclarations d'événements indésirables graves de l'établissement. Ils savent les rapports entre l'établissement et l'ARS.
ils savent un petit peu le contrat d'obligation qu'a l'établissement. Ils savent tous les champs d'activité de l'établissement. Est-ce qu'il fait de la maternité? Est-ce qu'il fait du prélèvement d'organes? Est-ce qu'il fait que du SSR? Donc, les experts visiteurs, ils arrivent déjà avec une petite vue sur l'établissement. Et quand on est un petit peu ancien dans le métier, on sait tout de suite où on doit aller voir. On a, rien qu'à la lecture des documents, on a déjà une petite idée des choses qu'on va investiguer. Donc, on a déjà, en tant qu'expert, le groupe d'experts a déjà une petite idée sur l'établissement. Et puis, ces experts, ils vont utiliser des méthodes d'évaluation. Il y en a grosso modo 5. Alors, il y en a une sur laquelle je vais tout de suite parler, c'est celle de l'observation. Cette nouvelle méthode d'évaluation de la certification, elle se passe sur le terrain. C'est-à-dire que les experts visiteurs font très peu d'interrogatoires dans les bureaux, très peu de réunions avec des pilotes de processus. Ils vont sur le terrain, dans les services. Ils vont aller au bloc opératoire pour faire un parcours traceur sur le bloc opératoire. Ils vont faire un audit système sur le bloc opératoire, dans le bloc opératoire. On va y rentrer. Et donc, on va observer, on va regarder. Regarder un petit peu la façon dont l'établissement de santé, dont les services sont rangés. Est-ce que c'est un grand foutoir? Est-ce que les choses sont propres, claires? Est-ce qu'on voit des noms de patients apparaître? Auquel cas, la confidentialité n'est pas forcément préservée. Est-ce que l'armoire à pharmacie, l'endroit où se trouve l'armoire à pharmacie et l'armoire à pharmacie sont comme ça ouverts à tous les vents ou bien sont codés? Est-ce que le chariot d'urgence est accessible ou pas accessible? Donc c'est simplement, est-ce que le personnel a une tenue correcte? Est-ce que le personnel a des bijoux? Pas de bijoux. Est-ce que le personnel qui fait du soin porte des bijoux? Est-ce que le personnel qui fait du soin applique correctement les mesures d'hygiène, notamment l'utilisation du chat? Est-ce que, par exemple, quand on a devant une chambre des EPI, donc des effets protecteurs individuels, est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que sur la porte de la chambre, il y a simplement marqué le type d'isolement protecteur et non pas marqué en grand « Attention, Covid », par exemple? Deux façons d'aborder les choses. Le personnel soignant, il doit être capable de comprendre isolement, contact et gouttelette. Ça suffit, il n'y a pas besoin de marquer sur la porte Covid. Ce n'est pas non plus une maladie honteuse. Donc, tout ça, c'est la base. Et ça, les observations, ça tue souvent les établissements parce que on est dedans, on voit, on regarde la propreté des locaux. Enfin, il y a un tas d'observations qu'on met en place. Alors, une des méthodes très utilisées dans cette certification, probablement la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le patient traceur. Rapidement, le patient traceur, c'est une méthode qui est utilisée depuis la V 2014 et c'est quelque chose pour lequel le service et l'établissement doivent se préparer. De toute façon, il y a un dialogue entre l'équipe qui vient visiter l'établissement en amont en disant voilà, on va faire des patients traceurs, par exemple pour un établissement qui fait de la chirurgie ambulatoire, le coordonnateur va dire voilà, je vais faire un patient traceur chez vous en ambulatoire la semaine où on vient faire la visite. Donc on va demander à l'établissement, le mardi, par exemple, si c'est le mardi, de prévoir un patient qui sera en ambulatoire et l'expert visiteur va aller le voir juste avant sa sortie. Donc en règle générale, c'est un patient qui sera opéré le matin et la visite de l'expert visiteur, le patient traceur, sera réalisée milieu d'après-midi, fin d'après-midi, puisque c'est juste le moment où le patient sort. On va informer le patient en disant, vous savez, il y a un monsieur un peu bizarre qui va venir vous poser des questions sur la manière dont vous avez été pris en charge, est-ce que vous acceptez? Donc on va avoir son consentement. Et la première étape, c'est que l'expert visiteur va aller rencontrer le patient, il va aller discuter, il va lui dire, bon ben voilà, comment on vous a posé l'indication? Est-ce qu'on vous a informé? Est-ce que vous avez accepté? Est-ce qu'il y avait des techniques alternatives? Est-ce que vous étiez bien d'accord pour ce type d'intervention? Comment ça s'est passé? Est-ce que votre identité, on l'a toujours vérifiée? Est-ce que vous avez
ressenti que votre intimité, la confidentialité a bien été préservée. Et là, le patient va raconter son histoire. On va lui demander pour sa douleur, on va lui demander pour la sortie. Vous allez sortir, tiens, est-ce qu'on a anticipé votre douleur? Est-ce que vous avez eu votre ordonnance avant de sortir, avant de venir, que vous ayez pu anticiper, que vous ne soyez pas obligé d'aller à une pharmacie de garde? Bon, personne âgée, 85 ans, peut très bien faire de l'ambulatoire, mais elle ne va pas aller à la pharmacie de garde à sa sortie, ça c'est clair. Donc, attention, on va poser toutes ces questions-là, et déjà, quand on aura fait une partie de la méthode avec le patient. La deuxième partie, on va demander à l'équipe, et là, toute l'équipe, le docteur, l'infirmière, l'aide-soignant, la cadre du service, on va prendre le dossier du patient et puis on va faire un petit tour en disant, bon ben voilà, dites-nous un petit peu comment vous prenez en charge ce patient, comment vous faites quand il rentre, l'identitovigilance, comment vous vous en occupez, comment tout au long de son séjour, c'est-à-dire arrivée, transport au bloc opératoire, puis retour, comment vous sécuriser cette identitovigilance. Comment vous gérez la douleur? Tiens, je regarde le plan de soins, le malade est remonté de la salle de réveil. Depuis qu'il est là, il n'y a pas de VA. C'est normal? Pas normal? Clairement. Bon, voilà. Donc, on va consulter le dossier, on va regarder s'il y a eu une douleur, si la prescription douleur a été suivie, comment sont les prescriptions dans le dossier, est-ce qu'elles sont lisibles? En règle générale, de plus en plus d'établissements sont informatisés, mais on va surtout regarder le lien entre la SSPI, qui n'est pas forcément informatisée de la même façon, et le service qui va accueillir le malade. Comment se fait le lien? Est-ce que vous savez à quelle heure ont été faits les antalgiques en SSPI pour ne pas faire double dose sur un délai trop court? Donc, tout ça, ça va être investigué par l'expert qui va regarder tranquillement avec l'équipe, et puis il va aussi poser d'autres questions à l'équipe. Il va leur demander, tiens, est-ce que vous avez une gestion de vos documents? Est-ce que votre gestion est informatisée? Est-ce que vous avez un casseur de protocole? Ah, attention, piège du casseur de protocole. Vous pouvez très bien avoir un casseur de protocole, à condition que tous les protocoles qui s'y trouvent soient à la bonne date, la plus récente, et correspondent à ce qu'il y a dans le gestionnaire de documentation informatisée. Donc, grosso modo, si vous ne voulez pas vous faire avoir avec les casseurs de protocole, vaut mieux ne pas en avoir ou en avoir vraiment un minimum que vous ne pouvez pas, entre guillemets, informatiser. Ce qui peut s'expliquer, il n'y a pas de problème. Je suis allé, moi, dans un établissement parisien qui avait gardé un livret de protocole parce que c'était un livret imprimé, donné aux infirmières quand elles arrivaient, mais qui ne comportait pas de protocole médicamenteux et qui était validé et valide encore. Ça ne pose aucun problème. Ils m'ont expliqué pourquoi, on l'autorise. Ils ont compris le risque, ils disent oui, il y a une version qui est prévue, un renouvellement, une relecture, aucun problème, pas de souci. Voilà. Donc, attention, rencontre avec le patient qui dit déjà des choses, rencontre avec l'équipe qui, elle aussi, va, entre guillemets, un petit peu se mettre à nu sur sa façon de fonctionner. En même temps, on va profiter pour poser des questions à l'équipe, je vous ai dit, sur la gestion documentaire, mais aussi sur les médicaments à risque. On va leur dire, bon ben voilà, votre pharmacie, elle est où? On va regarder la pharmacie, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, est-ce qu'elle est correctement triée? On va surtout aller voir le frigo, voir si dans le frigo, les médicaments sont bien compartimentés, si on a bien mis en évidence les curares qu'on a dans le service parce qu'on a un chariot d'urgence, parce que ça peut servir en cas d'urgence. Est-ce qu'on les a bien individualisés pour ne pas faire d'erreur? Et puis on va poser la question au personnel, vous savez quoi des médicaments à risque? Il est quand même de bon ton que le personnel soit capable de dire « Ah ben oui, c'est vrai, il y a des médicaments sur lesquels on a mis maintenant un petit sticker. » Bon, ça déjà, c'est la base. Mais surtout, on va leur demander en disant « Mais pourquoi on a mis un sticker sur ces médicaments ?» Parce que c'est ça qui est intéressant. Pas le but de savoir qu'il y a un sticker. Pourquoi il y a un sticker sur le potassium? Ah, parce que le potassium, c'est un médicament, si on l'utilise en IV, qui est à très haut risque d'avoir des troubles du rythme, voire un arrêt cardiaque. Bonne réponse. Impec, il y a eu un travail de fait sur les médicaments à risque. Si maintenant on va et que la dame me dit « Ah bah oui, il y a une étiquette sur le potassium. » Bah oui, le potassium c'est dangereux. Et on fait quoi? Il n'y a rien derrière.
ben, ça veut dire que le travail sur le médicament à risque est quasiment nul. Alors forcément, on va dire, on va être gentil, parce qu'on est dans le début de la nouvelle certification. Mais le travail des médicaments à risque, c'est justement expliquer pourquoi ce médicament est à risque, comment on l'utilise, avoir un protocole d'utilisation, comment on le surveille, comment on le prépare, et notamment sans interruption de tâche, pour ne pas se tromper en nombre d'ampoules de potassium qu'on va mettre dans la seringue autopulsée, par exemple. Et puis, si jamais on se trompe, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est vrai que pour le potassium, il faut agir très vite, mais il y a des choses qui sont possibles à faire pour récupérer l'événement. Donc c'est ça le travail sur le médicament à risque. C'est la même chose que pour les 15 objectifs. Vous pouvez coller une affiche les médicaments à risque sont, aucun intérêt. Vous collez une affiche et en même temps vous expliquez, vous mettez en place des protocoles et vous mettez en place des barrières d'atténuation. Là c'est chapeau, vous avez tout gagné. Et l'équipe qui vient dans votre service, elle vous dit, bah là, ils ont fait un travail, et c'est pas du travail compliqué. Ça prend 15 minutes, je viens de le faire dans un service. Ça prend 15 minutes d'expliquer ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas possible de le faire. Donc, voilà, c'est des choses qu'on va voir dans la méthode du patient traceur. Et à la fin, forcément, l'expert visiteur part avec sa grille Calista, avec tout ce qu'il a noté dans le service, et il va remplir sa grille Calista. Alors, vous avez un peu de chance, sa grille Calista, elle n'est pas très fine. Donc, je vous ai cité plein de trucs, mais des fois, on n'arrive pas à les mettre dedans. Donc, c'est coup de bol. Ce qui vous explique pourquoi, à l'heure actuelle, l'HAS est un peu en difficulté avec cette nouvelle certification parce qu'elle trouve qu'il y a quand même beaucoup d'établissements bien certifiés. Donc, ça la chatouille un petit peu. Donc, voilà, pour l'instant, on en est là. Il est probable que les choses vont s'affiner avec le temps. Les clés de la réussite, c'est vrai pour le patient traceur, ce sera vrai pour le parcours traceur. C'est toujours bien que l'expert visiteur soit accueilli avec une équipe, puisqu'on vient voir le travail d'équipe. Donc, un petit docteur, un peu convaincu, c'est toujours mieux que pas de docteur, ou un docteur qui tire la tête ou qui dit oh, de toute façon, j'ai pas le temps, je m'en vais. Cadre de santé, l'équipe soignante, et puis bon, voilà, faire en sorte qu'on se sente bien accueilli, c'est mieux. Après, on est très souple. Si par exemple l'équipe soignante est occupée ou bien le patient est lui-même occupé ou n'est pas revenu, on va commencer à l'envers. On est capable de s'adapter même si on n'aime pas trop. On reviendra peut-être en fonction du questionnaire au patient, mais l'expert visiteur, lui, il a aussi par l'HAS des recommandations d'avoir une certaine souplesse et de faire un petit peu ce que je vous ai fait là, de rectifier les choses quand les choses ne sont pas tout à fait normales, de faire une partie d'éducation en disant, vous savez, ce critère-là, il devrait être comme ça. Vous en êtes plus très loin. Il vous manque quoi? Juste ça. Moi, j'ai beaucoup de services dans lesquels on m'a dit, quand on pose la question, est-ce que vous faites des FEI? Ben non, on ne fait pas beaucoup de FEI. Et puis après, est-ce que vous faites des réunions d'équipe? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ces réunions d'équipe? Eh bien, dans ces réunions d'équipe, on parle de la prise en charge des patients. Alors, ça, c'est des retours d'expérience. Puisque vous parlez de la prise en charge des patients, faites un compte-rendu et vos retours d'équipe, vos réunions d'équipe dans lesquelles vous avez un point sur la prise en charge des patients, font partie de vos prex, entre guillemets. Voilà, donc l'expert visiteur, il va aussi chercher des choses qui ne sont pas forcément spontanément dites par l'équipe. Hein, donc voilà, faciliter le recueil, l'évaluation. Vous pouvez essayer d'anticiper les questions, mais des fois, il y a des questions qui viennent alors qu'on n'a même pas pensé les poser. Donc c'est toujours un petit peu difficile. Et puis, valoriser les forces, mais également, si vous savez vos faiblesses, et que vous les connaissez et que vous avez commencé à travailler, mais vous n'avez pas réussi d'aller au bout avant la visite, ben dites-le, ce n'est pas un souci. Voilà. Ce n'est pas un souci du moment que vous maîtrisez le risque. C'est ça que vient voir l'expert visiteur. Est-ce que vous avez vu le risque et est-ce que vous l'avez maîtrisé? La préparation, donc après, si vous donnez plusieurs patients dans le service, l'expert visiteur va choisir en fonction, grosso modo, du type de patient, du type de pathologie et du circuit aussi du patient. Si le circuit est un peu compliqué, on va préférer prendre celui-là parce qu'on aime bien regarder les articulations entre les services. Voilà, donc un résumé, vous aurez tous le PowerPoint, donc je vous laisse lire, mais c'est vraiment tout ce que je vous ai dit.
Le parcours traceur. Le parcours traceur, on est un petit peu dans la même chose, sauf que là, on ne va pas aller voir le patient pour avoir son avis. On va simplement prendre plusieurs dossiers d'un même parcours et on va regarder un petit peu au sein de l'établissement comment se passe ce parcours, quelles sont les articulations et sur les dossiers, on va aller interroger chaque équipe impliquée dans le parcours. Donc il y a un petit temps pour l'établissement pour présenter le parcours, présenter les dossiers qui vont servir de fil rouge sur ce parcours. Il y aura une analyse commune. L'expert visiteur va faire le parcours physique du patient, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un parcours chute de la personne âgée, prise en charge de la fracture de hanche, donc vous allez avoir l'entrée aux urgences, le bloc opératoire, le retour dans le service de chirurgie, éventuellement le passage dans le service de gériatrie ou la prise en charge dans un service d'orthogériatrie. Donc l'expert visiteur va aller aux urgences, il va passer par le bloc opératoire, il va passer ensuite par le service de chirurgie ou le service d'orthogériatrie ou le service de gériatrie si besoin. Et à chaque fois, il va rencontrer les équipes, leur dire voilà, ce type de patient, comment vous le prenez en charge? Est-ce que vous avez des spécificités? Est-ce que vous avez ciblé des risques? Comment vous coordonnez vos actions entre les différents services? Et à chaque fois, l'équipe va répondre, expliquer le parcours, voilà. Expliquer, voilà. On peut des fois n'avoir qu'un professionnel. Le mieux, c'est d'avoir à chaque fois plusieurs professionnels parce que les choses se complètent et ça montre qu'on a une vraie activité d'équipe. Voilà. Là aussi, les clés de la réussite, accueillir, voilà, sortir les dossiers qui ne sont pas trop vieux, c'est-à-dire au maximum 2 mois d'ancienneté sur le parcours. Essayez d'avoir des parcours standards. Il ne faut pas non plus que vous ayez des parcours en zigzag avec des patients un peu compliqués. Il faut des parcours qui sont relativement fluides. Bon, l'équipe complète, peut-être pas, mais c'est bien d'avoir tous les intervenants dans chaque service dans lequel le parcours passe. Lors du circuit physique, donc prévoir un passage, valoriser la pertinence, les indicateurs. Et puis, si sur ce parcours, vous avez des indicateurs, mettez-les en avant, expliquez-les, définissez un petit peu vos indicateurs, comment vous les avez choisis, où vous en êtes et là où vous voulez aller. Hein, voilà. Donc, on va toujours revoir les mêmes choses, que ce soit dans le patient traceur, que ce soit dans le parcours traceur. Information, implication du patient. Par exemple, s'il doit passer en SSR, pourquoi il y va? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que l'entourage? Traçabilité de la vie de l'enfant ou de l'ado sur son projet de soins peut être intéressant aussi, et de ses accompagnants et de ses tuteurs. Respect du patient, réévaluation des besoins, préférence du patient tout au long de sa prise en charge pour adapter son projet de soins. C'est vrai en MCO, mais c'est encore plus vrai en SSR. Pertinence des actes transfusionnels. Si par exemple le malade a été transfusé, il est clair qu'au cours du parcours, on ira voir les équipes pour demander si on a l'accord du patient, si la raison pour laquelle il est transfusé, on le retrouve dans le dossier. Pourquoi on a prescrit un culot globulaire? Est-ce qu'on a la motivation, le motif de transfusion? Alors des fois, ça peut être évident parce qu'on voit une hémoglobine à 5 grammes. Encore que, c'est mieux que ce soit noté. Comment se déroule l'acte transfusionnel? Et c'est des fois là où on va poser la question aux soignants en disant, bon, comment vous faites votre transfusion? Est-ce que vous vérifiez l'arrivée du culot, la concordance de l'identité? Et c'est là où on peut en même temps investiguer l'acte transfusionnel qui est lui aussi bien décrit dans le manuel. Coordination des équipes, comment vous dialoguez de service en service? Comment un patient qui était en chirurgie ensuite passe en gériatrie? Comment se fait la transmission du plan de soins? Comment se fait les prescriptions? Alors, quand on est informatisé, que c'est le même logiciel, c'est très simple. Les équipes récupèrent le plan de soins, la prescription suit. Mais quand on est dans des services qui ont des prescriptions informatisées avec des logiciels différents, c'est là où on va poser la question. Est-ce que vous avez un plan de soins qui est édité?
comment vous récupérez les prescriptions, comment le suivi du patient pendant le trou entre le moment où il voit un patient dans le service et le moment où il est monté de la réanimation, par exemple, se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Est-ce que vous tracez? Est-ce que vous avez des FEI qui sont liés à ce phénomène-là? Évaluation des pratiques, est-ce que les protocoles sont mis à jour? Est-ce que les pratiques sont évaluées? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que vous avez des FEI? Est-ce que vous faites du retour d'expérience sur ces parcours? Est-ce que vous regardez la pertinence du délai de séjour? Est-ce que vous travaillez sur le fait que certains patients n'arrivent pas à sortir? Est-ce que... voilà. Donc tout ça sont des éléments qui seront investigués au cours du parcours traceur. Troisième méthode, le traceur ciblé. Alors ça, c'est un truc nouveau, parce qu'autant le patient traceur, le parcours traceur, des choses facilement, le traceur ciblé, c'est quoi? Ben, on prend sur le terrain un élément de la sécurité qualité des soins. Très souvent, ça va être quoi? Ça va être le médicament, ça va être l'antibiothérapie, ça va être l'hygiène, ça va être les événements indésirables. C'est-à-dire que les experts, par exemple, vont prendre un événement indésirable qui a eu lieu dans l'établissement. Ils vont dire, voilà, vous avez eu cet événement indésirable, expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Est-ce qu'il a été déclaré en FEI? Est-ce que votre système de FEI fonctionne? Une fois qu'il a été déclaré, comment vous l'avez géré? Qui a géré? Est-ce que vous avez mis des mesures immédiates? Est-ce que vous avez mis en place une RMM? Est-ce que s'il y a eu un événement indésirable grave lié aux soins avec décès d'un patient, implication forte des soignants, vous avez mis une cellule pour les patients et également pour les soignants? Est-ce que vous avez pris en compte la seconde victime qu'est le soignant? Maintenant, est-ce que votre RMM, comment vous l'avez bâti? Comment vous avez analysé le cas? Est-ce que vous l'avez déclaré à l'ARS puisque c'était un événement indésirable grave? Et sinon, pourquoi vous ne l'avez pas déclaré? Donc voilà, par exemple, exemple d'un traceur ciblé sur les événements indésirables graves. Et une fois qu'on a tiré les FEI, ah, il n'a pas été déclaré en FEI. Tiens, votre système de FEI, comment ça fonctionne? Pourquoi les soins? Est-ce que vous avez essayé d'analyser pourquoi les soignants ne déclarent pas les FEI? Est-ce que vous travaillez sur vos FEI? Est-ce que vous avez un comité de lecture de vos FEI? Comment elles sont analysées? Qui fait un retour sur les FEI? Et hop, la bobine se tire et elle est dévidée jusqu'au bout. Donc, vous voyez, les traceurs ciblés, là, on va prendre un élément de soin particulier ou de sécurité des soins et on va l'analyser. Bon, les grands classiques, circuit du médicament, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, ben voilà, vous avez un médicament qui est thermosensible. On n'est pas là qui me viennent à la tête tout de suite, mais voilà, donc il est au frigo. Comment il arrive chez vous? Quelle est la chaîne de transport? Maintenant, comment vous gérez vos frigos? La température, comment il est prescrit? Quels sont les trucs de surveillance? Comment il est administré? Donc, voilà, le circuit du médicament. Et hop, l'expert tire la bobine et c'est là où on peut mettre en évidence des dysfonctionnements. Circuit des produits sanguins, j'en ai parlé. Infection liée aux soins, là on va aller dans l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie. Donc on va aller voir si vous avez un livret d'antibioprophylaxie. Ou si vous n'en avez pas, sur quel référentiel les docteurs d'anesthésie et de chirurgie se basent pour faire leur antibioprophylaxie. Est-ce que ce référentiel est accessible à chaque soignant en temps donné au moment où? Donc dans les salles de bloc opératoire par exemple. Est-ce que cette antibioprophylaxie est bien faite selon les recommandations? Oui, non. 30 minutes à 1 heure avant l'incision, la bonne posologie, le bon médicament en fonction du type d'intervention. Donc si vous avez un audit, bah, vous sortez l'audit en disant, regardez, effectivement, l'antibioprophylaxie, c'est quelque chose qui nous préoccupait. Donc, on a fait un audit. Voilà ce qu'a montré l'audit. Voilà les actions qu'on essaye de mettre en place. OK, pas de problème. Traceur ciblé, prévention des infections associées aux soins, bah, il est fort probable que ça se passe comme une lettre à la poste. Voilà. Accueil non programmé, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des urgences? Où vous les mettez? Grand sujet actuel, hein, comment vous gérez vos lits? Bon, voilà. Transport intra-hospitalier, prélèvement et greffe d'organes sont des traceurs ciblés qui sont investigués
en fonction de ce qui est fait dans l'établissement de santé. C'est vraiment, comme dit l'expert visiteur là, sont des portes d'entrée dans l'audit. Et toute anomalie, ben hop, c'est parti et ça roule. Donc attention, plus que les patients traceurs, plus que les parcours traceurs, les traceurs ciblés sont vraiment des mines aussi comme les observations pour mettre en évidence des choses qui ne vont pas. Je vous rappelle, vous pouvez avoir des éléments qui ne vont pas tant que vous les avez déjà vous-même mis en évidence et que vous avez mesuré le risque et éventuellement travaillé dessus. Ça ne pose pas de problème. Les clés de la réussite, c'est tenir à disposition les documents nécessaires à la bonne compréhension du processus du traceur ciblé, comment ça marche. Pour les FEI, on a bien une charte de non-sanction, on a bien un système de déclaration, on a bien un relevé toutes les FEI, on a même les FEI qui sont classés par type en fonction, on a bien les actions de CREX qui vont avec ou de remèdes, voire les RMM. Voilà, tout ça, vous avez les capacités de les donner aux experts. C'est d'autant points en plus qui montrent l'implication de l'établissement, le travail en équipe, on revient toujours sur la même chose, et la préoccupation d'une sécurité et d'une pertinence des soins aux patients. Donc ça tourne en rond, cette certif, elle est pas mal faite en règle générale. Voilà une grille d'observation, je suis désolé, elle est écrite toute petite. J'essaierai de vous en mettre une en format développé. C'est les grilles qu'on a où il est marqué le patient reçoit une information claire et adaptée, c'est oui, non, non applicable. Et voilà la grille Calista, c'est un tas de critères comme ça. Et cette grille, elle va sur le patient, le professionnel, les observations et la gestion documentaire. Enfin, la dernière méthode d'évaluation, c'est l'audit système. Là, on est dans une méthode qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire qu'à la place d'aller voir le résultat sur le terrain, on va voir un petit peu comment est bâti le processus. Alors ça s'applique au bloc opératoire, ça s'applique éventuellement à l'hygiène, voilà. Et là, on est dans quelque chose qu'on faisait beaucoup plus dans l'assertif 2014, où on rencontre effectivement la gouvernance, l'encadrement, les pilotes en charge de ce processus. Petite nuance, on rencontre aussi les professionnels de terrain qui donnent leur avis sur le mode de fonctionnement. Par exemple, le bloc opératoire, on va rencontrer la gouvernance et l'encadrement qui vont vous dire les TVO sont respectés, on a une charte de bloc opératoire qui est respectée, on ne déborde jamais, tout va bien. Et puis vous allez voir les professionnels qui disent « Oh là là, mais moi ce soir je vais finir encore à 22 h alors que je devrais finir à 18 h. » Voilà. Donc attention, audit système, effectivement, on va aller beaucoup dans du présentation de processus et documents, mais attention, il existe une petite part sur le terrain qui peut rectifier le tir. Alors, être en cohérence, voilà, c'est pas la peine de dire que tout est beau et merveilleux. Vous pouvez dire, bah oui, on a des TVO parfois qui dépassent. Vous allez peut-être le constater aujourd'hui parce que justement, c'est une journée difficile. Voilà. Si les professionnels nous disent, bah oui, c'est une journée difficile, ok. Si maintenant les professionnels viennent dire, non, non, mais c'est tous les jours le bordel, là, ça va être un petit peu plus difficile à défendre. Voilà, donc là, c'est comme tout audit système, des documents qualité à jour, des documents préparés, présentation possible, un logigramme, des schémas, une gouvernance, des résultats, des indicateurs. Si je reprends le bloc opératoire, les TVO, les patients en urgence, quand ça a bien fini, ça c'est intéressant aussi. Il n'y a pas toujours que quand ça dépasse qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi l'indicateur quand on finit dans les clous. Ça c'est intéressant aussi. Parce que nous, en tant que soignants, on a toujours la vision du « ça va pas ». Et quand on est capable d'afficher aux soignants l'indicateur en disant « vous savez, dans le mois, sur 20 jours ouvrables, 18 jours, le bloc a fini en temps et en heure, il reste que 2 jours où on a débordé et qui s'explique parce qu'il y a eu ceci ou cela », c'est différent de l'impression des soignants qui vont vous dire « c'est toujours comme ça, on finit jamais à l'heure ». Quand vous montrez un chiffre de 18 sur 20, voilà, c'est difficile de dire le contraire.
Donc voilà, résultat, les indicateurs, ce n'est pas forcément quand ça va mal, ça peut être aussi des indicateurs quand ça va bien. Voilà, donc les audits système, ça va concerner quoi? Il y a des audits système qui ont été définis. Le leadership, donc la façon dont est géré l'établissement. Le management de la qualité et sécurité des soins. Qui tient la barre? Qui a la main? Comment ça se passe? La qualité de vie au travail et le travail en équipe. Je pense que j'en ai déjà longuement parlé. Le travail en équipe, on le retrouve dans toutes les méthodes d'évaluation, même dans l'observation. Même dans l'observation. Vous voyez très bien si les gens se font la gueule quand vous allez dans un service. Bon, vous le voyez. Si tout le monde est solidaire, quand vous entendez quelqu'un appeler à l'aide, vous êtes là en tant que visiteur, vous entendez quelqu'un appeler à l'aide parce qu'un soignant est en train de faire, un aide-soignant est en train de faire une toilette, c'est difficile, il lui manque quelque chose. Il appelle à l'aide et vous voyez qu'il y a des gens libres mais qui n'y vont pas. Vous dites tiens, il y a un problème de travail d'équipe. C'est de la visualisation, c'est de l'observation bête et méchante. Maîtrise des risques, est-ce que voilà, dynamique d'amélioration, représentants des usagers, je vous avais dit tout à l'heure, hein, les représentants des usagers, ils ont un temps dédié au cours de la visite, ils sont vus par les experts visiteurs pour savoir un petit peu quelle est leur place au sein de l'établissement. Est-ce qu'il y a une discussion claire et nette? Est-ce qu'ils sont investis de projets éventuellement? On peut aller parler alors du patient expert, de l'expérience patient, voilà. Donc tous ces éléments-là sont relativement importants. Donc vous voyez, les entretiens professionnels ont lieu, hein, puisque les équipes de nuit sont vues également, et les entretiens professionnels, ben, ils ont lieu, ils vont aller sur les différentes thématiques. Est-ce que on vous parle de qualité de vie du travail en équipe? Est-ce qu'il y a une dynamique d'amélioration? Est-ce que vous sentez une maîtrise des risques? Que savez-vous du représentant des usagers? Quel est l'engagement des patients? Bon, voilà. Donc la clé de réussite des entretiens professionnels, elle a lieu là-dessus. Les observations, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, c'est une vérification sur le terrain auprès des professionnels, des bonnes pratiques, des attendus. Et c'est tout au long de la visite. Y compris quand on va à la cantine, y compris quand on rejoint notre lieu de réunion où on nous a gentiment mis pour être un petit peu tranquille. Les tenues, le port du masque, l'identification, voilà. L'environnement, la confidentialité, le circuit des déchets, la propreté. Donc tout ça, c'est regardé de près régulièrement tout au long de la visite. Voilà. Alors, là, vous l'aurez, hein, vous aurez le temps de le lire. C'est un petit peu ce qui a été mis en place et qui sont des choses vraiment incontournables. Hein. Information des patients. Donc clairement, ce qu'il est demandé, c'est que les patients puissent avoir l'information sur la charte du patient hospitalisé, la charte de l'enfant hospitalisé, la charte du handicap. Et ces feuilles, elles ne doivent pas être collées sur le mur pour dire on les a collées sur le mur. C'est mieux qu'elles soient dans des endroits où les patients vont passer, vont être éventuellement en salle d'attente. C'est là où on s'attend à voir ces affiches. Et pas dans un couloir aveugle où on peut dire ah, vous avez vu, on a mis les affiches. Oui, mais il n'y a personne qui les lit. Donc ça n'a pas un gros intérêt. L'hygiène, aussi fondamentale. Zéro bijou, ni alliance, ni montre. Alors ça, c'est un combat difficile dans les établissements de santé, notamment pour les alliances. Les montres, c'est facile à enlever. Les alliances, c'est compliqué, mais là, il y a un travail de fond à faire qui est important. Respect de la limite de remplissage des containers. Ben oui, si on passe dans les chambres ou dans les salles de soins et qu'on voit les containers qui débordent, on se pose des questions. D'abord, c'est un risque d'AES, premier point. 2, ça veut dire que les déchets et le circuit des déchets n'est pas correct. Parce que vos conteneurs qui ne devraient pas être remplis, ils ne sont pas correctement scellés, donc ils partent à la déchetterie pas bien fermés. Enfin bref, ça va vite et ça s'explique très vite aux soignants. Voilà. Port correct du masque chirurgical. Bon, je pense qu'avec la crise Covid, on a fait des efforts. Mais attention au relâchement. Pas avoir des masques qui sont au niveau du cou, voilà. Hein, donc soit il est porté, soit il est enlevé. Respect du port des gants. Est-ce que avant de mettre les gants, on fait bien une friction hydroalcoolique? Est-ce qu'on ne voit pas des gants portés? Moi, j'ai vu récemment dans 2 visites pour donner les plateaux aux malades qui n'avaient aucun problème particulier.
aucun intérêt de porter des gants pour donner les plateaux aux gens. On fait du chat, on donne le plateau, on remet du chat et terminé. Pas de raison de mettre des gants qu'on va en plus pas changer. Donc forcément, si on a pris la ch'touille à un endroit, on va mettre la ch'touille partout à tous les autres malades quand on va servir les repas. Donc non, voilà, respect du port des gants, de la surblouse, donc ça fait partie des règles d'hygiène. Médicaments, on en a parlé, stockage sécurisé, donc ça veut dire armoire à pharmacie fermée, triée et inaccessible par d'autres personnes que des soignants. Fermeture des salles de soins, bonne tenue des réfrigérateurs et stockage sécurisé des bouteilles à O2. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose de nouveau, mais on ne veut pas que les bouteilles à oxygène puissent tomber pour deux raisons. Un, ça fait mal sur le pied quand vous en recevez un, déjà. Et deux, s'il tombe sur le débilitre et sur le détendeur, vous pouvez endommager celui-ci, il devient inopérant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ces bouteilles doivent être sécurisées. C'est vrai pour l'O2, c'est vrai pour le méopa ou le mélange oxygène et protoxyde d'azote, et c'est vrai également pour le monoxyde d'azote qui est utilisé en soins intensifs et en réanimation. Donc là, il y a effectivement, moi j'ai fait une visite à Blanc dans un service de réanimation récemment, tout de suite la cadre m'a dit, je sais que les bouteilles de monoxyde d'azote, il faut que je les fixe, mais là pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Ok, le risque a été vu, il est entendu et on recherche une solution. Pas de problème, ça n'impactera pas du tout les critères lors de la visite. Identitovigilance, c'est un chapitre majeur. Comment vérifie-t-on l'identité du patient? Il n'y a pas que le bracelet, il y a la façon de faire. Donc ça aussi. Identification des catégories professionnelles. On ne demande pas qu'il y ait forcément le nom, mais qu'on sache que là c'est une infirmière, là c'est un aide-soignant. Pourquoi ça a du sens? Parce qu'il y a des patients qui voient passer des tas de gens dans leur chambre et qui au final ne savent jamais qui est qui. Alors si vous avez un docteur qui fait 1,50 m, qui est habillé un petit peu, voilà, on va dire c'est l'aide-soignante, voilà. Et puis vous avez un aide-soignant qui présente bien, qui est bien costaud, voilà, avec un EPAP, et on va dire ça c'est le docteur. Bon, voilà, identification des catégories professionnelles, c'est important. Confidentialité, alors c'est vrai, pas de nom apparent. Les écrans d'ordinateur fermés au maximum dans les couloirs. Pas de grands tableaux avec la répétition des noms au vu et au su de tout le monde. Surtout si vous êtes informatisé, ça n'a plus de sens. Je peux comprendre qu'il y a un changement de paradigme à faire avec les docteurs ou avec l'ensemble du personnel qui était extrêmement habitué au tableau Velleda. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'erreurs liées au tableau Velleda, soit parce qu'on n'a pas effacé, soit parce que ça s'est effacé tout seul, ou soit parce qu'on n'a pas repris ce qui était marqué dans le tableau Velleda sur l'informatique qui, elle, est le lieu de la prescription et de l'administration. Donc attention à ces tableaux Velleda. Planning Muro, étiquette patient. Mémo de poche, ce qu'on appelle les feuilles sur lesquelles on marque chambre machin. Attention à ce que ces mémos de poche qui existent, forcément, ne disparaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux soignants de mettre? Pas le nom du patient, le numéro de la chambre, pas les injections, pas les médicaments, parce que ça doit se retrouver à un même endroit, prescription, administration, que ce soit une feuille, que ce soit de l'informatique. Simplement, chambre 37, antibio. Voilà, mémo. Voilà, je sais que chambre 37, antibio 16 heures. Je ne sais pas quel antibio, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Mais ça me permet de m'en souvenir. Voilà, tout simplement. Et d'aller vérifier. L'information est succincte. Je suis obligé d'aller vérifier. Urgence vitale, chariot d'urgence, effectivement accessible, scellé, vérifié, c'est la base. On ne va pas aller voir le contenu, vous embêtez pas. On ne va pas aller voir si le contenu est conforme avec le comité d'urgence vitale qui a mis en place ce chariot. Non, on va simplement voir s'il est scellé et vérifié accessible. En revanche, on va poser la question au personnel du numéro d'appel d'urgence vitale. S'il le connaît, s'il est affiché et si ça fonctionne. Voilà. On n'est pas vicieux non plus, on ne va pas le faire, clairement. Mais voilà, quand on arrive dans un service et qu'on voit 3 numéros d'appel, on va forcément poser des questions. Ça peut s'entendre. Vous êtes en néonat, c'est logique qu'il y ait 2 numéros d'urgence vitale.
Un, pour les enfants de petit poids, petite taille, parce que la prise en charge d'un arrêt ou d'une détresse vitale, c'est compliqué, ça demande un spécialiste. Et deux, il n'est pas sûr que le spécialiste de l'enfant il soit capable de prendre en charge un adulte. Certes, il pourra peut-être, mais peut-être que le numéro d'urgence vitale pour les adultes et les visiteurs, il est peut-être différent. Auquel cas, on peut comprendre qu'il y ait deux numéros d'appel d'urgence vitale. Les déchets, état des poubelles, tri, local à déchets fermé, évacuation correcte et pas de déchets qui traînent à l'intérieur du service. Voilà, tout simplement. Donc ces observations, elles sont majeures, hein, en plus de toutes celles que je vous ai données. Alors, pour finir, au bout de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Au bout de tout ça, vous avez des résultats. Donc, vous avez vu, il y avait une grosse grille Calista, c'est oui, c'est non. Alors, il y a un pourcentage de oui. Si vous êtes à 100% de oui, ben, vous avez votre objectif à chaque méthode qui est validée. Et donc, vous allez avoir un objectif qui va être à 100%. Si maintenant, au patient traceur, cet objectif, il est validé, mais au parcours traceur, on ne le retrouve pas, ben, vous allez être à 50%. Voilà. Et donc, à la fin, l'HAS va vous donner, pas l'HAS, hein, le système va vous donner pour un critère, par exemple, le patient est informé, son implication est recherchée. Donc, pour ce critère-là, vous voyez que vous allez avoir quelque chose comme ça. Avec ces critères qui correspondent à acteur de sa prise en charge, c'est-à-dire qu'il est correctement informé, il a dit qu'il était d'accord, voilà, et bien, vous avez 100%. Information claire et adaptée, vous avez 100%. Information des représentants des usagers, vous voyez que là, il y a un effort à faire. Alors, rassurez-vous, tous les établissements visités à l'heure actuelle, comme ce critère est un peu nouveau, quand on pose la question aux patients, est-ce que vous connaissez le représentant des usagers? Est-ce que vous savez la démarche pour porter, par exemple, une réclamation, pour donner votre expérience? À chaque fois, très fréquemment, les patients répondent non. C'est pas illogique, ça ne prête pas à conséquence. Et ça veut dire que ce critère-là qui vient d'être rajouté, il va falloir que les établissements travaillent dessus. C'est un critère d'expérience patient. Accès aux soins palliatifs, vous voyez. Et puis là, vous voyez que dans cette visite-là, il y a un des critères qui n'était pas applicable. Donc forcément, vous n'avez pas de note sur ce critère. Donc tous les critères vont être rendus sous forme un petit peu de diagramme de cette espèce, qui permettent un petit peu de voir les endroits où ça pêche et les endroits où ça marche. À la fin, il va y avoir donc un rapport des visiteurs, des observations d'établissement qui vont répondre à la décision de l'HAS. L'HAS, quand elle reçoit le compte-rendu du coordonnateur, a elle-même déjà un comité qui valide ce compte-rendu. Et à la fin, elle va donner donc un niveau d'évaluation. Donc, si vous avez 100% ou au moins plus de 50% sur tous les critères, vous allez vous retrouver très rapidement certifié avec mention. Si vous êtes à la limite avec 50% en moyenne dans tous les critères, vous allez être certifié. Si maintenant vous avez des critères qui ne sont pas validés, et notamment des critères prioritaires, vous allez être certifié sous condition, voire non certifié. Donc sous condition, vous avez un petit peu un temps d'amélioration, mais vous allez de nouveau avoir une visite complète de certification dans l'année qui vient. Et si vous êtes non certifié, ça ne se discute pas. Vous avez une visite qui sera réalisée dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, complète, à nouveau, rebelote. Alors, bon, si ça s'arrête qu'à une visite, non. Le problème, c'est que là, maintenant, il a clairement été dit que la visite de certification et le niveau de certification allaient impliquer pour l'établissement des conséquences sur sa demande d'autorisation de lit, par exemple, sur ses finances, sur son contrat d'objectifs et de moyens. Donc clairement maintenant, il a été dit, peut-être que ça n'ira pas jusqu'au bout, mais il a été clairement dit que cette nouvelle certification et le résultat allaient impacter sur les capacités de fonctionnement de l'établissement, clairement. Donc il y a vraiment un enjeu majeur, et notamment sur le développement et sur son développement, cet établissement.
Voilà. Je suis désolé parce que je ne pensais pas faire 1 h 30, mais on a encore du temps pour vos interrogations, hein. N'hésitez pas. Allez-y si vous avez des questions à poser. Alors, ça tombe bien, il y en a déjà une dans le chat à propos du numéro d'urgence de Madame Lee. Je me permets une question de retour d'une formation AGSU. Oh mince, Oui, AFGSU. oui. Excusez-moi. Un médecin nous a dit que le numéro d'urgence vitale était le 15 et que le critère ne nous était pas applicable car nous n'avions pas ni service d'urgence ni service de réa. Pouvez-vous me confirmer que le numéro d'urgence vitale unique est applicable à tout établissement et ce qui est requis est un numéro interne et non le 15? Merci. Alors, ça, vous êtes dans le cas d'un établissement qui n'a pas d'urgence et pas de réanimation. Mm. Le numéro d'urgence vitale, il faut bien comprendre le sens. Quel est le but de ce numéro d'urgence vitale? Le numéro d'urgence vitale, il est là pour faire face à la défaillance de patients ou de visiteurs dans les 5 minutes où il faut pour mettre en place effectivement un massage cardiaque, éventuellement une intubation, éventuellement une prise en charge médicale. Pourquoi ce numéro d'urgence a été mis en place? Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous faites un arrêt cardiaque dans la rue, le SMUR est là dans les 10 minutes, et qu'à l'hôpital, où vous avez quand même une tripotée de soignants, quoi, voilà, et ben on regardait les choses se passer et tout le monde tournait la tête en disant le visiteur c'est pas moi, c'est l'autre, voilà. Donc ce numéro d'urgence vitale, il est là pour ça. Après, il y a deux solutions. Soit dans votre établissement, vous n'avez vraiment pas de compétences de prise en charge de l'urgence vitale, c'est-à-dire aucun médecin capable de faire un massage cardiaque, aucun soignant capable de faire un massage cardiaque, de mettre en place une réanimation standard en ventilant un malade au ballon. Bon, moi ça me gêne dans un établissement de santé qu'on ait des soignants qui sont incapables de faire ça. Il y a un problème, quoi. Clairement, il y a un problème. Qu'après, une fois que cette base-là est mise en route, on appelle le 15 parce que justement, derrière, on n'a pas les compétences pour intuber. Voilà, ok, ça ne me pose aucun problème. Mais appeler directement le 15, moi, ça m'embête parce que ça veut dire que pendant un bon moment, il va y avoir un trou de prise en charge. Voilà. Donc je comprends la personne qui est revenue de la FGSU en disant « Ah ouais, ben nous, il n'y a pas la peine de mettre un numéro d'urgence vitale, il faut faire le 15 ». Ça demande réflexion avant de dire « faut faire le 15 ». Voilà. Et c'est un vrai travail de la CME, voilà. Moi, je suis allé dans un service de SSR, hein, SSR. Tous des anciens généralistes, ils ont un numéro d'appel d'urgence. Et après, ils appellent le 15. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Voilà. Parce que tous les appels d'urgence ne sont pas forcément relevables du 15 également. Hein, il y a des fois des gens qui sont en détresse, qui, avec un simple vu d'un docteur, une simple prise en charge, vont récupérer. Donc vous avez appelé le 15, vous avez encore embouteillé en plus la régulation. Voilà, c'est mon humble avis. Après, ça se discute d'établissement en établissement. Mais faire le 15 directement, ça me paraît un petit peu ennuyeux. Voilà. Mais ça peut se concevoir, mais ça me paraît un peu directement ennuyeux. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour le moment, mais si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à lever la petite main pour prendre la parole en ouvrant les micros ou quand même à poser des questions sur le chat. Alors j'ai convaincu tout le monde. Alors est-ce qu'il y avait des soignants déjà? Moi c'est ça qui m'intéresse. Parce que très souvent dans nos webinaires, et c'est pas un reproche, hein, on a beaucoup de gens du management, de la qualité, de gens impliqués dans la certification. Moi je vous invite vraiment à vraiment impliquer vos soignants, à leur donner un temps sur leur temps de travail. Parce que je pense que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fasse ce travail-là, peu importe, mais je pense que ce travail un peu de vulgarisation et d'intérêt de la certification, il est majeur. Et si vous arrivez à faire ça, je pense que vos résultats de certif s'en sentiront très rapidement augmentés. Parce qu'il y a des tas de messages, les médicaments à risque, les bijoux, les machins,
la façon de gérer les isolements et tout ça qui tombe très rapidement une fois qu'on a expliqué le sens aux soignants. Et moi, le premier, hein, moi, si on me dit de faire quelque chose et qu'on ne m'a pas expliqué le sens, par esprit de contradiction, je vais faire l'inverse. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, voilà, expliquez et vous verrez que ça passe beaucoup mieux. Donc, nous avons au moins 3 infirmières du côté de Madame Très Rivière. bien, super. Alors, si ça vous a plu, invitez vos copines. Hein, on en fera d'autres. Vraiment avec plaisir. Et pareil pour tous les encadrants et les responsables qualité. Si vous souhaitez qu'on refasse la même chose à vos soignants, n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment une des clés de la réussite. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va clore le webinaire. Christophe, juste avant de conclure avec Noël, on voulait proposer s'il y avait des établissements qui voulaient tester la grille d'entretien professionnel que nous mettons en forme actuellement. Voilà, c'est un outil qu'on veut mettre à disposition pour pouvoir vous entraîner. On a reformulé les questions comme un expert visiteur pourrait vous poser. Donc, ça peut faire une évaluation interne. Ça peut être utile pour s'entraîner en interne. Donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra dans la boucle des établissements testeurs. Ok, bah écoutez, merci de m'avoir écouté pendant 1 heure et demie. J'espère que vous en tirerez des choses. Et puis, bon courage à tous, à ceux qui vont bientôt la passer et à ceux qui la passeront plus tard. Et ne la vivez surtout pas comme une épreuve, mais vivez-la juste comme une visite. On vient voir ce que vous faites. Voilà. Bon courage à vous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci. On reste en ligne?